Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les cadres du Sénélec réfléchissent sur la réforme institutionnelle, juridique et opérationnelle pour le développement durable du service public de l'électricité. C'est pour aboutir à un accès à l'électricité dans les zones urbaines et rurales. Victime d'une cyberattaque, le gouvernement assure que la situation a été maîtrisée. Le site internet du gouvernement rétablit, Cheikh Bahoum, directeur général du Sénégal numérique, assure que l'État travaille à améliorer sa défense. Et puis, hivernage 2023, les populations pensent déjà à cette situation. Certains citoyens demandent aux autorités de ne pas se limiter à l'installation des motopompes. Selon eux, c'est une solution qui ne règle pas totalement le problème des inondations. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons avec ce communiqué du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur donc dit constater que la date du vendredi 26 mai 2023, que le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a donc lancé une caravane depuis Ziguinchor avec pour destination Dakar, passant par différentes régions du pays. Donc, au cours de ces journées, des incidents ont été enregistrés dans la commune de Kolda. Le ministre de l'Intérieur rappelle que les caravanes sont considérées comme des cortèges et sont donc soumises à l'obligation de déclaration préalable conformément à l'article 96 du code électoral, du code pénal plutôt. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur insiste sur l'impératif de respecter cette formalité demande à tous les organisateurs de cortèges, défilés, caravanes, rassemblements de personnes et d'une manière générale, toute manifestation sur la voie publique de s'y conformer. Dans tous les cas, le communiqué renseigne que les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la quiétude des citoyens. Je le disais donc en titre, la Sénélec a réuni donc certains de ces cadres avec pour objectif de discuter sur un certain nombre de préalables. Les cadres de la Sénélec vont faire en sorte pour que l'électricité soit disponible dans le milieu urbain, mais surtout rural, à réfléchir sur comment atteindre tous ces objectifs-là. Mme Sénélec. L'association des cadres de la Sénélec est sur le processus de la réforme institutionnelle du secteur de l'énergie. Le cadre institutionnel, juridique et opérationnel feront objet de réforme, nous confie le président de l'association des cadres de la Sénélec. Il s'agit bien du cadre institutionnel. Il y aura des acteurs en fait et il y aura au niveau opérationnel des changements au niveau de Sénélec. Il y aura un dégroupage des activités, il y aura une holding et des filiales au niveau de Sénélec. Cette réforme va permettre d'étendre la couverture électrique de la Sénélec, surtout dans les zones rurales. Au niveau des changements, vous savez que l'un des objectifs, de cette réforme, c'est l'accès universel à l'électricité. Partout au niveau rural et au niveau urbain, les gens doivent accéder au moindre coût à l'électricité. Les consommateurs aussi peuvent espérer la réduction du prix de l'électricité si toutefois le processus de mise en œuvre de la réforme est bien élaboré. Cette réforme repose d'abord sur des valeurs, les valeurs de bonne gouvernance, mais aussi les principes du développement durable. Donc si ces valeurs et ces principes sont respectés dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre, il y aura un impact positif sur les consommateurs. Donc on pourra payer moins cher l'électricité.
Des campagnes de sensibilisation seront organisées pour mieux sensibiliser les populations sur les méthodes d'économie d'énergie afin qu'elles puissent payer à moindre coût et utiliser l'électricité de façon rationnelle. Je le disais, en titre victime d'une cyberattaque, le gouvernement du Sénégal rassure que donc la panne a été rétablie. Selon le directeur du Sénégal numérique, l'agence de l'État en charge donc de cette question, il s'agit d'une attaque venue de l'étranger qui consiste à saturer la bande passante mise en œuvre donc pour la bande passante pendant 1 heure. Tout a été mis en œuvre pour que la situation redevienne normale. Cheikh Bahoum assure également que l'État du Sénégal travaille à améliorer sa défense. Je propose de l'écouter, il est joint par Amadou Baré. Les attaques, nous en connaissons tous les jours. C'est chaque jour que nos équipes, en tout cas, voient ces attaques-là. En tout cas, aucune information qui est corrompue ou bien il y a une subtilisation de l'information. De toute façon, tous les systèmes sont vulnérables, hein. Tous les systèmes sont attaquables. L'essentiel est que nous puissions disposer des cyberattaquants capables de faire face à ces attaques-là. Ça devient un enjeu économique, un enjeu stratégique d'accéder aux données des États. Donc il nous faudra désormais investir davantage sur la cybersécurité. C'est l'occasion aussi pour sensibiliser tous les acteurs du secteur public, vraiment de pouvoir gérer leurs applications dans ce réseau de l'État et éviter vraiment d'exposer ces ressources assez sensibles sur Internet. Des capitaines du bureau artisanal de Pikine et Rufisque ont été formés pendant 5 jours sur la sécurité en mer, une formation qui entre donc dans le cadre de la professionnalisation du secteur. Ils vont également bénéficier d'une formation au code de la circulation en mer. Babacar Seck. La 11e session de formation de capitaine marin des départements de Pikine et Rufisque s'est achevée. Des modules sur la sécurité en mer ont été dispensés à plus d'une centaine de capitaines. Pour la formation de ces jeunes capitaines marins, comme on l'a dit dans la salle, pour même faire la conduite sur la route, il faut connaître d'abord les principes de base de tout ce qui est code de la route. Donc à la mer aussi, c'est extrêmement important que ces jeunes soient bien formés. Et nous passons à l'exploitation du pétrole et du gaz dans le domaine maritime. C'est très bien que les jeunes puissent vraiment savoir s'il y a des problèmes en mer, comment se comporter et avoir les bases de la sécurité en mer. Donc nous remercions solennellement M. le directeur général de l'ANAM, M. Achille Gueye, le directeur du port, le directeur de CIRN, pour vraiment cette collaboration avec surtout les CLPA qui ont facilité cette formation. Le niveau des capitaines marins est jugé satisfaisant par les autorités qui espèrent moins d'accidents en mer. Le niveau est là parce que c'est des capitaines, comme je l'ai dit, qui sont déjà opérationnels, qui sont déjà formés à certains outils. Mais cette session-là est venue renforcer un peu les capacités, mais surtout orientée sur la sécurité, parce que c'est un focus qu'on a mis sur les aspects sécuritaires, notamment sur tout ce qui est prévention des accidents, prévention des risques en mer, de sorte à ce que le capitaine qui prend son embarcation en début de journée puisse aller faire son travail normalement avec son équipage et revenir bien sûr à la maison en toute tranquillité. La centaine de capitaines marins vient rejoindre les 3000 déjà formés dans les zones côtières. Lutte contre les inondations, la commune de Foundiougne a bénéficié d'importants travaux, qui sont en train d'être réalisés par le programme de modernisation des villes du Sénégal, le Promoville. Il s'agit donc de 3 tronçons routiers dont le montant est évalué à 817 millions de francs CFA. Selon la coordinatrice du programme, un compte rendu signé à Damassare Astombaye. Les travaux de construction de 3 tronçons routiers dans la commune de Foundiougne avancent à grands pas. Ce projet, réalisé par le programme de modernisation des villes du Sénégal, a pour objectif de lutter contre les inondations. La commune de Foundiougne, où nous avons à réaliser 3 tronçons. Donc 3 tronçons qui passent par le CEDEPS, par Forage, par le quartier Almadi, par le Seine-Eau. Donc ces tronçons-là qui vont beaucoup impacter sur le vécu des populations.
ce qui est prévu, c'est que les tronçons que nous allons réaliser, qu'on puisse drainer les eaux sur ces tronçons-là pour les amener vers un exutoire. Leur exutoire naturel, parce qu'il y a des points existants naturellement où les eaux vont aller. Donc il y a un réseau existant au niveau de Foundiougne et nous allons nous connecter sur ce réseau existant-là pour pouvoir drainer les eaux sur les tronçons qui sont traversés. Comme je dis encore, on ne peut pas régler de manière définitive la situation des inondations au niveau de Foundiougne. Mais dans les zones où nous allons passer, les solutions techniques seront trouvées pour pouvoir drainer les eaux et qu'il n'y ait plus de difficultés pour les populations de mobilité pendant l'hivernage. Alors, les travaux ne seront pas bouclés d'ici l'hivernage, mais toutes les dispositions conservatoires qui doivent être prises pour que ces travaux ne soient pas une contrainte pour les populations seront prises en relation avec les entreprises, mais en relation également avec les autorités. Parce que c'est eux qui habitent ici, qui connaissent les contraintes et c'est eux qui peuvent partager et nous dire quelles sont les solutions à apporter pour pouvoir soulager les populations. Ces routes, une fois réalisées, vont beaucoup soulager les populations, selon le représentant du maire de la commune de Foundiougne. C'est une zone extrêmement particulière par rapport aux inondations. Le sable est très argileux. Nous sommes confrontés constamment à ces inondations. Mais il faut dire que ces routes aussi vont soulager les populations qui vont avoir quelque part des possibilités de déplacement. Mais je crois qu'il faut poursuivre dans le cadre de Promoville aussi et nous lançons cet appel-là. J'en ai parlé aux responsables pour qu'il y ait des canalisations, la réhabilitation des canalisations, l'évacuation des eaux. En tout cas, si on réussit dans cette ville à évacuer les eaux pluviales, ce serait un pari vraiment gagné pour la commune de Foundiougne. Le coût global de ces tronçons longs de plus d'1 kilomètre est estimé à 817 millions de francs CFA. Adamassa, hivernage 2023, l'État du Sénégal annonce une batterie de mesures pour soulager les populations. Pour certains citoyens, l'État doit aller au-delà de mettre en place des motopompes. Les autorités sont invitées à trouver des solutions alternatives. C'est un reportage que nous propose Pierre Chenin. C'est un scénario catastrophe auquel ses habitants ne sont que trop habitués. Les inondations qui ravagent le Grand Yoff sont un cauchemar. Un cauchemar face auquel les riverains ne peuvent que rester impuissants, faute de moyens matériels suffisants. Alors quand l'hivernage pointe son nez, on retient son souffle et espère ne pas couler. Il y avait de l'eau qui arrivait jusqu'à ma poitrine lors des inondations. L'eau était partout dans ma maison et dans mon magasin. Tout a été englouti par la crue autour du bassin de la zone de captage. Alors bien sûr, des moyens existent. On pense en premier lieu aux motopompes, mais leur coût d'achat et de fonctionnement, prohibitif, ne permettent pas à tous de s'en doter. Les motopompes sont très chères. Il faut compter plus de 100 000 francs CFA pour en acheter une, sans compter l'essence qu'il faut mettre chaque jour dans la pompe. On peut payer entre 5 000 et 10 000 francs par jour, rien que pour ça. Parce que chaque jour que j'ai fait, je 5 000 ou bien 10 000 francs. Et au final, commerçants comme habitants s'en remettent au pouvoir public qui peinent encore à endiguer ces crues. Certains travaux ont été commencés par la commune pour empêcher le débordement du bassin. Mais depuis plusieurs mois, le chantier est à l'arrêt. Il faut vraiment qu'ils reprennent les travaux pour surlever le mur du bassin pour éviter un autre débordement. Le 23 mai, le Premier ministre a annoncé plusieurs milliards de francs CFA à débloquer pour venir à bout de ces inondations qui gangrènent la capitale. Outre les pompes qui ne font que guérir le problème, une batterie de travaux ont été annoncés pour peut-être enfin noyer les inondations qui polluent la vie des Dakarois. Pèlerinage Marianne de Popenguine, la production d'eau de la Seine-Eau est passée de 100 000 mètres cubes par jour à 300 000 mètres cubes par jour cette année. Une dizaine de camions-citernes sont mis donc à la disposition des pèlerins. Une annonce faite par les responsables de la Seine-Eau à l'issue d'une visite des lieux. Mountaga Kane et Mamoudouba. Avec la mise sur pied d'un nouveau forage réalisé par la SONES, la Seine-Eau a réussi à multiplier par 3 sa production en eau dans la cité sainte. Nous avons visité nos sites de production et de stockage et de traitement d'eau. Donc globalement, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que nous étions partis en 2021
et début 2022 d'une production de 100 000 m3 jour à aujourd'hui 300 000 m3 jour avec un nouveau forage réalisé par la SONES. Aujourd'hui, on est très confortable sur la production. Cependant, la distribution en eau connaît un déficit, mais il sera comblé par des points d'eau. Maintenant, sur la distribution, il reste malheureusement certaines zones qui ne sont pas encore dans le réseau et sur lesquelles nous sommes obligés de mettre des points d'eau. C'est ce que nous venons de visiter. On a une batterie de points d'eau tout autour du sanctuaire, plus d'autres points d'eau, des nouveaux qui ont été mis en place cette année, surtout par la SONES toujours, avec un financement de la SONES réalisé par la SEN'EAU pour le nouveau village des marcheurs dans lequel nous sommes. Une dizaine de camions-citernes viendront s'ajouter au dispositif. Donc globalement, ce qu'il faut dire, c'est que en plus de ce dispositif-là et des camions-citernes, nous en avons une dizaine qui vont être déployés sur tout le territoire de Popenguine, basés au niveau du sanctuaire, mais qui vont rémaner tout autour de la ville et sur tous les points sur lesquels il y aura une demande. Nous pensons que nous pourrons globalement assurer une bonne desserte cette année. Nous restons d'ailleurs à Popenguine, où la commission santé du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine met sur la table un certain nombre de doléances. Les responsables veulent une centaine d'agents de santé, une logistique adéquate et une couverture médicale exceptionnelle. N'est-ce pas, Isidore Alexandre Sen? Il fait très chaud présentement. Il y a une forte canicule ici à Popenguine et environ. La recommandation pratique, c'est juste de demander aux gens de beaucoup boire pour éviter la déshydratation. Par ailleurs aussi, comme vous l'avez évoqué, alors on a vu qu'il y a le vent qui souffle aussi fort. Et vous savez que Popenguine, comme on l'a dit, il y a une partie qui est en chantier et il y a des milliers de pèlerins qui vont affluer de partout pour venir à Popenguine. Cela veut dire qu'avec le vent et avec l'affluence, il y aura de la poussière et je pense que c'est une aubaine pour nous pour pouvoir formuler des recommandations allant dans le sens du respect des gestes barrières. Vous l'avez dit, en son temps, avec la pandémie de la Covid, il y a des mesures qui ont été édictées. C'est vrai que certaines de ces mesures ont été levées, mais nous rappelons toujours que les gestes barrières doivent être de mise. Aussi bien le lavage systématique des mains, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, le port de masque au besoin pour pouvoir, en tout cas, se protéger de la poussière. Il s'agissait plutôt donc de Dr Jacques Diamendour qui invitait les pèlerins à prendre certaines dispositions comme boire beaucoup d'eau, respecter également certains gestes barrières malgré la levée de certaines mesures contre la Covid-19. Je le disais tantôt, la commission santé du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine met sur la table un certain nombre de doléances. Les responsables veulent une centaine d'agents de santé, une logistique adéquate et une couverture médicale exceptionnelle. Isidore Alexandre Sen et Augustin Manda. Ce sont plus de 500 agents de santé qui sont mobilisés pour la couverture médicale. L'autorité déploie les gros moyens. Il faut comprendre que la couverture médicale démarre, on va dire le samedi après-midi avec la marche pèlerinage. Cette marche pèlerinage donc, regroupe beaucoup de jeunes, si bien qu'il soit important de s'organiser pour pouvoir assurer une couverture médicale optimale. Alors en ce sens, donc, il y a la région médicale de Thiès, ou bien du moins le ministère de la Santé, à travers la région médicale et le district, donc, vont mobiliser près de 550 agents de santé. Dans ce groupe d'agents de santé, donc, vous avez des agents de l'État, vous avez des agents qui viennent des différentes associations d'agents de santé, donc de l'Église. Tout autour du nouveau comme de l'ancien sanctuaire, des postes médicaux avancés sont installés. Au besoin, les pèlerins peuvent bénéficier de soins. Si on veut réussir notre
mission, il faudrait que toutes les entités soient associées. Et comme je le disais tantôt, vous savez qu'on ne peut pas parler de la santé sans pour autant faire référence, n'est-ce pas, à l'environnement. La gestion de l'environnement, elle est vraiment très importante. Et c'est une occasion pour nous, donc au nom du président du comité d'organisation, de remercier toutes ces entités, sans pour autant oublier la Croix-Rouge aussi, qui abat un excellent travail aussi sur le terrain, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, de nos équipes. À côté du personnel médical, d'autres structures de l'État devront intervenir. La veille du lundi, il y a beaucoup d'offices, n'est-ce pas, qui sont aussi tenus au niveau de l'ancien sanctuaire. Si bien qu'aujourd'hui, en plus des structures sanitaires qui existent dans le périmètre du district sanitaire de Popenguine, donc il y a des postes médicaux avancés qui sont érigés autour aussi bien de l'ancien sanctuaire que du nouveau sanctuaire pour pouvoir en tout cas permettre d'assurer une couverture médicale optimale. Avant, pendant et après le pèlerinage, tout le dispositif médical est au point pour cette 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le constat est à la fois inquiétant et alarmant lors du procès dit Suite Beauté opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Des propos relatifs au sexe ont été soulevés. La toile a été inondée par certaines expressions. Question: comment protéger les enfants exposés à ces contenus souvent obscènes? La réponse dans ce reportage que nous propose Ami Diouf. Le procès Adji Sarr Ousmane Sonko continue d'alimenter les réseaux sociaux, des discours et des contenus qui prennent une tournure érotique et même sensuelle. Les commentaires pleuvent. Certains parents supportent difficilement le traitement de cette affaire sur Internet. C'est le cas de ce père de famille. Certains parents ont perdu le contrôle de leurs propres enfants. Certains d'entre eux vous regardent droit dans les yeux et vous relatent des faits sans pudeur. Mais je pense que la faute incombe aux parents. Ces contenus ne sont pas adaptés au public jeune ou enfant. C'est pourquoi une surveillance stricte s'impose d'après Arfan Diatta. Je fais de mon mieux pour que mes enfants n'aient pas l'accès aux réseaux sociaux. Ce qui s'y passe actuellement n'est pas du tout bon pour leur éducation. C'est nos parents qui doivent veiller à ce que nos enfants ne se perdent pas. La mission est difficile, voire même impossible. Les commentaires érotiques nourrissent les débats. Ce père de famille s'en désole. Ce sont souvent les parents qui abordent ce genre de sujet devant leurs enfants. Ça me fait vraiment mal. Ils ne pensent pas à eux, en réalité. Les enfants de plus en plus exposés sur les réseaux sociaux, des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge sont largement partagés sur Internet. Des parents sont en alerte pour sauver leurs protégés. Ami Diouf, la bibliothèque El Hadji Oumar Foutiyou Tall a reçu des ouvrages littéraires des mains de la Fondation Mohamed VI. La famille omarienne magnifie les gestes qui va participer à raffermir davantage des liens entre le Sénégal et le Maroc. Voici Cheikh Oumar Sy, représentant de la famille omarienne, et le représentant de la Fondation Mohamed VI au micro de Moussa Dia. C'est le premier geste d'un État en direction de la nouvelle bibliothèque qui va être installée dans l'enceinte de la mosquée d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Nous savons les relations intrinsèques, les relations fraternelles, mais surtout aujourd'hui les relations de sang entre le royaume du Maroc, à travers le royaume, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et le Sénégal, à travers aussi les relations très étroites avec le président Macky Sall. Dans l'enceinte aujourd'hui de cette mosquée, votre décision d'accompagner la bibliothèque omarienne à travers ces milliers d'ouvrages que vous allez aujourd'hui donner officiellement au Khalif Thierno Madani Mountaga Tall est un geste salué par toute la famille omarienne. Et quand on dit toute la famille omarienne, on parle du Sénégal, du Mali, de la Guinée,
de Gambie, du Niger, du Soudan et de toute la région. C'est un lot de livres qui porte sur le... D'abord, il y a le Saint-Coran, et le Saint-Coran, ce que vous voyez là, les cartons, c'est le Saint-Coran fait à l'imprimerie royale. Donc c'est vraiment une édition spéciale. Donc ça fait à peu près 1 million par an qui est distribué gratuitement à tous les pays musulmans, à tous les musulmans là où ils sont, même dans les pays non musulmans. Et donc c'est vraiment une imprimerie spéciale avec une calligraphie que vous connaissez ici, parce que c'est la même calligraphie que nous utilisons. Et puis la calligraphie arabe. Et puis ici c'est un lot qui porte sur le fiqh déjà. Le fiqh, c'est un peu la jurisprudence musulmane. Et puis il y a aussi des livres sur la littérature, sur les tafsirs, les exégèses des textes musulmans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.